Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des chiffres de l'emploi aux États-Unis qui expliquent principalement la petite baisse qu'on est actuellement en train de vivre sur Résistance, et on va rentrer vraiment très profondément dans le détail de la news d'hier qui nous annonçait que BlackRock et Coinbase faisaient un partenariat. Donc ça va être vraiment très puissant. Restez bien jusqu'à la fin, parce que moi quand je suis rentré dans ces recherches là, j'en suis pas revenu de à quel point enfin ce que représente BlackRock dans son ensemble. Voilà. Donc ici on passe en partage d'écran, on va regarder le prix. La news principale, c'est tout simplement que le chômage aux États-Unis n'avance pas. On a même des créations d'emplois, et donc du coup le marché prend ça très mal, tout simplement parce que un marché de l'emploi qui surchauffe veut dire une Fed, une banque fédérale, donc qui va probablement continuer sa hausse des taux, etc. Donc on est toujours dans ce contexte de récession un peu bizarre où le marché de l'emploi va très bien en raison d'une demande qui avait été dopée par le crédit par le passé. Donc vous comprenez ici que voilà, ce type de news n'est pas forcément bon pour les stocks, est plutôt bon pour le marché de l'emploi aux États-Unis, mais n'est pas forcément bon pour les stocks, et donc par ricochet pour Bitcoin. Ici, on va essayer de vous trouver la news quelque part. Voilà, les États-Unis qui augmentent le nombre de jobs de 528 000. Et concrètement, on avait une médiane ici qui disait que probablement, donc un consensus qui disait que probablement, on aurait une augmentation de 390. On avait eu une augmentation de 398 000 précédemment. Ici, on pensait que on avait une médiane qui allait ajouter 258 000, et en fait, non, pas du tout. On a 528 000. Plus ou moins création d'emplois, c'est comme ça. Les non-farm, ça veut dire tous ceux qui travaillent pas à la ferme, et donc ça veut dire plus ou moins, voilà, que ça soit même de l'emploi précaire, etc. Ça nous donne un taux de chômage qui recule encore, c'est-à-dire que les États-Unis sont à désormais 3,5% de chômage, donc c'est complètement délirant. Il y a des théories aussi qui disent que tout simplement, le marché de l'emploi aux États-Unis est aussi fort parce que beaucoup de boomers ne sont pas retournés au travail après la pandémie, et je pense qu'il y a une partie qui vraiment est due à ça, c'est-à-dire que après la pandémie, tous ceux qui finalement avaient plus ou moins travaillé de la maison, etc., beaucoup ont pris des retraites anticipées. J'ai pas encore de data là-dessus, j'ai lu beaucoup d'articles sur ce sujet, mais vous voyez que là le prix dégringole. Il arrive en fait finalement sur cette résistance horaire, vous savez qu'il y a beaucoup d'analystes graphiques qui disent montre-moi le prix et je te dirai la news. Et là, en l'occurrence, on voit que cette résistance a parfaitement joué. Donc désormais, qu'est-ce qu'on pouvait regarder ? On pouvait imaginer ici, juste avant que le prix se retourne, éventuellement une sorte d'épaule, tête-épaule ici. Vous le voyez là, épaule gauche, épaule droite, épaule inversée. On a un rejet là ici, donc du coup cette figure est invalidée. Hier on avait mis en avant cette épaule, tête épaule là, avec une target précise, et vu le rebond, on peut considérer, je pense, qu'elle est invalidée, notamment surtout depuis qu'on a repassé l'épaule droite ici. Donc on a recassé la ligne de coup, on avait fait une clôture sous la ligne de coup, donc là elle était plus ou moins en validation, et puis là désormais je pense qu'on peut dire qu'elle est invalidée. Globalement sur l'analyse de prix, pour moi, on est toujours dans cette baie. Vous voyez que j'ai mis ici, là, d'accord. Et en fait, on vient de faire tout simplement une regular flat. Pourquoi on vient de faire une regular flat ? Je vais vous montrer ça comme ça. En fait, cette correction-là, là, ici, en 1, 2 et 3, ça nous donne une magnifique regular flat. Et qu'est-ce qu'une regular flat ? C'est tout simplement une flat qui ne redépasse pas sa racine et qui reste plus ou moins dans le ratio de 1 pour 1. Donc on peut considérer ici, pour moi, que la baie est terminée et qu'elle n'ira pas chercher potentiellement ici cette box qu'on avait précédemment. Donc on est toujours baissier. On a divers objectifs, et ça j'en ai parlé hier dans la vidéo, donc je vais pas en reparler ici aujourd'hui, mais pour moi on va attendre ici bien sûr de voir s'il n'y a pas effectivement rebond avec une nouvelle ici, une nouvelle épaule qui se crée. Mais pour moi on est le scénario ici de la regular flat tient très bien. Si jamais je vous la dessine, je vous la mets comme ça par exemple en A, B et C, vous voyez, pour construire cette baie là. Donc ça c'est du Elliott, Elliott n'est pas un système de prévision de prix, Elliott c'est un système de prise de profit. Donc ça veut dire, vous l'utilisez pour prendre vos profits, mais vous n'allez pas faire Nostradamus avec Elliott, ça ne sert à rien, vous allez juste vous morfler, vous manger les dents, et ça ne fonctionnera pas. Et ici vous voyez qu'on atteint à peu près parfaitement le ratio de 1 pour 1, d'accord ?
même si on considère que ça c'est une déviation. Ouais, voilà, globalement on est vraiment au ratio de 100% de Fibonacci. Et là en fait, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit reporte-moi toute l'amplitude de cette vague-là à partir de ce point-là. Hein. C'est ça un Fibonacci de retracement selon la tendance. C'est quelle est la puissance de la vague C par rapport à la vague A. Et là on a fait... typiquement un 1 pour 1, c'est-à-dire une sorte de regular flat. On va voir si ça tient dans ce scénario, mais en tout cas voilà, pour moi la baie est finie à partir de là. Et on peut estimer ici, en tout cas bientôt, que comme on est en short, on pourra éventuellement baisser notre stop loss ici au point d'entrée. Cette résistance, elle a joué, on se mettra légèrement au-dessus au cas où elle soit retestée à nouveau, mais globalement, voilà, ce trade est 100% validé et 100% en profit pour le moment. On a déjà pris un petit TP ici au 22 600 quand on l'a dépassé là-dessous, et le prochain TP sera au 21 700 et TP final autour des elle est où ma droite? 20 600 en gros, hein. On était sur quelque chose comme ça je crois, ouais c'est ça, 20 600. Donc voilà, tous les 1000 globalement ça nous a donné plus ou moins un TP autour des 600, pour le moment les 600 fonctionnent très bien. Donc voilà, on passe, donc là je vous ai fait la news par rapport au chômage, je pense qu'on va directement enquiller sur BlackRock et ensuite on reviendra faire le sentiment. On fera pas les news aujourd'hui parce qu'il n'y a rien d'énorme, voilà, à part ce fameux non-farm payrolls et le taux de chômage américain qui, vous l'avez vu, est en baisse, donc c'est complètement délirant. Ensuite, ici, on attaque sur BlackRock. Hier, et je vais juste mettre en pause parce que j'ai oublié de vous retrouver l'article. Voilà. Hier, je vous ai montré cette news qui est très boule, qui est de dire il y a un partenariat entre BlackRock et Coinbase de manière à ce que les investisseurs, les clients de BlackRock puissent investir via Coinbase Prime, et tout ça se fait via la plateforme Aladdin. J'ai un peu survolé le sujet hier parce que tout simplement j'aime bien rentrer dans le détail après, revoir, aller voir, effectivement faire des recherches, etc. Et franchement tout ce que j'ai vu, mais alors vous allez juste halluciner sur la portée de cette news déjà, à quel point c'est bullish, mais également tous les tenants et les aboutissants de ce partenariat. Donc globalement, voilà, on nous dit BlackRock qui a à peu près 8500 milliards, donc 8,5 trillions d'assets sous management. On était à 10 il n'y a pas très longtemps. Globalement, comme les stocks sont baissés, etc., ils ont perdu un petit 10% là-dessus. Mais globalement, ici, on voit que donc BlackRock fait un partenariat avec Coinbase de manière à donner une porte d'entrée aux institutionnels. Et cela se fait par la connectivité avec Aladdin, qui est une plateforme. Je connaissais pas vraiment Aladdin et tout ce que ça implique, etc. Mais vous allez voir que ça va être hyper intéressant parce qu'on va vraiment rentrer ici dans le fond du sujet. Donc, on va voir ça. Déjà, le partenariat, donc BlackRock, Coinbase, implique qu'on doit se poser la question, qui est BlackRock? BlackRock, le PDG, c'est Larry Fink. On a 15 000 employés. Ils sont sur la 52e rue, donc ils sont bien à l'abri de Wall Street. Ils sont un peu à l'abri des regards, dans un quartier pas du tout financier. Ils ont entre 9 et 10 milliards, 10 000 milliards sous management. Et donc du coup, globalement, c'est ce qu'on appelle de l'OPM, c'est-à-dire Other People's Money. C'est tout simplement pas leur argent, et en gros, ils gèrent l'argent de fonds de pension, d'assurance et de petits investisseurs. Quand je dis petits investisseurs, vous comprenez que pour rentrer chez BlackRock, par exemple, et avoir un conseil personnalisé, il faut rentrer à minima avec 10 millions de dollars. Donc quand je dis petits investisseurs, ça veut dire petit par rapport aux institutionnels. Maintenant, BlackRock a une filiale ETF qui s'appelle iShares. Ça fait très iPhone tout ça, mais voilà, ils ont cette filiale qui s'appelle iShares et qui fait globalement 40% du business de BlackRock, c'est-à-dire 4 trillions. Donc, qu'est-ce que c'est que les ETF? Vous le savez, ce sont des Exchange Trade Funds, c'est-à-dire que ce sont tout simplement de l'indiciel. Vous prenez un paquet d'actions, vous en faites une sorte d'indice, un panier, et du coup, vous pouvez investir sur un marché en particulier en fonction de ce qui vous intéresse. Ça pose une grande question, autant d'argent dans les mêmes mains, puisque ça pose la question d'un risque systémique. C'est-à-dire que, par exemple, pour les banques, ils doivent désormais disposer de plus de 10% d'actifs depuis la crise financière de 2008, où il y avait eu la faillite de Lehman Brothers, qui avait globalement donné une cascade de liquidation et qui avait mis pas mal de banques dans l'embarras. BlackRock, non. BlackRock, c'est pas une banque. Donc, BlackRock, ils sont pas du tout, comme je vous dis, c'est de l'OPM, donc Other People Money. Donc, du coup, ils ont pas du tout à faire ça. Maintenant, on a d'autres fonds d'investissement qui existent, notamment Vanguard, qui est le deuxième, UBS, qui est un fonds suisse, Fidelity, qui est un gros fonds de pension américain également, qui également se tourne vers le
vers le Bitcoin. Fidelity est extrêmement bull sur le Bitcoin. Et puis on a Schwab aussi qui a commencé à rentrer dans le Bitcoin et d'autres fonds d'investissement. Maintenant, il faut savoir que, et là je vais du coup faire un aparté là-dessus et je vais plutôt... BlackRock est déjà plus ou moins rentré dans la technologie blockchain. D'abord, il tradait déjà sur le Chicago Mercantile Exchange. Ensuite, on a iShares qui a lancé, j'en ai parlé hier, l'ETF blockchain qui s'appelle le IBLC, que vous pouvez suivre sur TradingView et vous allez voir que globalement il a une action de prix qui est assez intéressante. Et puis ensuite on a du coup BlackRock via les ETF, mais aussi à titre personnel ou à titre de trading et d'investissement, qui détient, c'est le deuxième plus gros actionnaire de MicroStrategy, BlackRock, juste derrière Michael Saylor. Vous avez BlackRock qui détient, je crois, à peu près 16% de MicroStrategy. Vous avez Coinbase qui tout simplement est également, BlackRock est actionnaire dans Coinbase, à la fois en nom propre et à la fois via son ETF blockchain. Et vous avez des actions dans Marathon qui est un mineur, Riot qui est un mineur aussi, et Nvidia qui produit des puces. Et historiquement, BlackRock a pas mal d'actions sur Nvidia. Ça, c'était pour la présentation BlackRock. Maintenant, on va présenter tout simplement d'où vient son PDG. Il vient du monde de la finance immobilière. Il travaillait avant pour First Boston, et puis, je sais plus en quelle année, globalement, chez First Boston, il lui arrive un épisode, on va dire, qui le marque à jamais. D'abord, il gagne 1 milliard en un an, et puis, en une journée, il perd 100 millions sur une mauvaise appréciation de ce qu'allait faire la Banque fédérale, et il se fait virer de First Boston. Donc, il a une obsession, du coup, derrière ça, dans sa vie, pour la gestion du risque, et du coup, il crée un algorithme pour pouvoir se prévenir du risque qui s'appelle Aladdin. Il crée BlackRock et en même temps tout ça se base sur Aladdin. Donc je connaissais pas vraiment à quel point Aladdin était fat, mais vous allez voir que c'est hyper intéressant. Donc, Aladdin, c'est quoi ? Tout simplement, dans la ville de Wenatchee, aux USA, à côté d'un barrage hydraulique, vous avez 5000 super ordinateurs qui travaillent sur cet algorithme désormais. Il grossit au fur et à mesure. Et vous avez 5000 super ordinateurs, et vous comprenez l'idée. Aladdin, c'est celui qui s'enrichit avec l'aide du génie en frottant la lampe. Et globalement, Aladdin veut dire Asset, Liability, Debt, Derivative, Investment Network. Alors là, vous allez me dire, il manque un A. Je vais vous dire oui, j'ai dû oublier de le noter, mais c'est pas grave, on s'en fout, ça n'a que très peu d'intérêt finalement. Et globalement, Aladdin, c'est quoi ? C'est un petit peu la NSA des marchés, c'est-à-dire qu'il va prendre des informations un petit peu partout, ce qu'on pourrait appeler le Big Brother du cash, et c'est la plus grosse IA de gestion du risque au monde. Aladdin s'auto-nourrit de toutes les datas qu'il peut prendre sur le net ou via tout simplement des systèmes privés, des systèmes auxquels il a accès, sur des datas notamment sur qu'est-ce que vous mangez, quels sont les risques géopolitiques dans le monde, quelles sont les données du crédit un peu partout dans le monde, quelle va être la météo de demain. Enfin, globalement, vous comprenez que c'est le robot le plus puissant du monde en termes d'influence. Et petit à petit, Aladdin gagne des clients en gestion. Donc on a notamment pour les plus gros, General Electric, Walmart, Amazon, Apple, HSBC, Coinbase, et tout ça, finalement, au fur et à mesure que les clients rentrent, ils acceptent de donner leurs data à Aladdin, et donc du coup, il se nourrit de ces data pour grossir et grandir. Donc on va dire que la data, c'est un peu son oxygène, et il grandit avec ça. Donc Aladdin, il faut vraiment le voir comme c'est un truc de science-fiction, c'est vraiment le Big Brother, c'est relativement incroyable. Maintenant, combien gère Aladdin ? Et là, accrochez-vous à votre chaise, parce que... c'est quand même relativement incroyable. Aladdin gère 21 000 milliards de dollars. Donc en plus des assets plus ou moins qui sont en gestion de la part de... En gros, vous multipliez ça par 2,5. En gros par 2, voilà. Et il gère 21 000 milliards de dollars dorénavant. Ne serait-ce qu'il y a 4 ans, c'était 6 000 milliards, donc 6 trillions. Vous comprenez que 21 000 milliards, c'est quoi ? C'est le PIB des USA sur un an. D'accord ? Donc on est sur quelque chose qui est complètement dingue. Maintenant, et là accrochez-vous encore une fois, Aladdin travaille avec les gouvernements, enfin BlackRock, et du coup Aladdin gère également les 4 trillions que la Fed a investi cette année. Et là je vous emmène, parce que vous allez me dire, mais attendez, c'est complètement délirant ton truc là. Et globalement, on est où ? On va aller là-dessus, tac, non c'est pas celle-là. Voilà, 9 faits, donc c'est Business Insider, 9 faits incroyables à propos d'Aladdin, et en fait on se rend compte ici que Aladdin a 21,6 trillions in assets, vous le voyez ça, donc 21,6 trillions en asset management, mais que il a également dans son board des anciens chefs d'État, et que la firme a joué un rôle significatif à aider la Fed dans les premières années 2020. Donc c'est
eux qui ont plus ou moins suggéré cette relance. Et durant la dernière crise financière également de 2007 à 2009, Aladdin a aidé. Et ils ont en gestion, donc du coup, les 4 trilliards de la Fed qui sont investis dans des obligations, des choses comme ça, etc. Et tout ça est géré par Aladdin. Donc si vous voulez jouer contre Aladdin, c'est un petit peu jouer au Monopoly, mais contre la banque. C'est-à-dire que de toute façon, vous perdez. Maintenant, le lien avec Coinbase Prime, qui est la plateforme, on va dire, Coinbase d'entrée pour les institutionnels, c'est-à-dire que c'est plus ou moins, d'ailleurs, Coinbase est un petit peu en train de, ici, rentrer un petit peu sur le monde des institutionnels de plus en plus violemment. Avant, ça faisait juste de l'OTC, et maintenant, ils essayent vraiment de créer quelque chose. Ah, il y a mon fils qui arrive. Attendez. D'accord. D'accord. Excusez-moi. Donc du coup, voilà, on se rend compte que Coinbase Prime utilisait plus ou moins déjà Aladdin et avait donné à disposition par rapport au monde des cryptos sa data à Aladdin. Qu'est-ce qui se passe du coup avec ce partenariat ? Tout simplement les clients de BlackRock. Donc vous comprenez que ici BlackRock a pas mal de clients et que voilà, on parle de 10 trillions, ne serait-ce que là-dedans, mais également pour tous ceux qui peuvent éventuellement utiliser Aladdin, c'est plus, qui souhaitent investir dans la crypto, donc avoir également les conseils d'Aladdin, peuvent passer par Coinbase Prime. Donc tout simplement, on fait une passerelle un petit peu entre ce que dit Aladdin et ce que dit Coinbase Prime. Donc on fait un lien un petit peu entre les clients déjà existants chez Coinbase, qui désormais peuvent utiliser Aladdin, et on fait le lien entre les clients qui sont déjà des clients de BlackRock et qui veulent investir dans la crypto. Donc effectivement, cette news, elle est littéralement massive, c'est complètement hallucinant, mais ça pose plusieurs questions. Et quel est l'impact pour la crypto ? Et c'est ça qu'on va maintenant se demander. D'abord, on va se dire que ça va être probablement un afflux d'argent massif sur la crypto, un retour des institutionnels. On avait eu Tesla, on a perdu Tesla, on avait eu pas mal d'institutionnels, mais ils y allaient de manière un petit peu très timide. Et là, plus ou moins, on se dit, cette vague institutionnelle qu'on a vécue en 2021, elle n'en est qu'à son début, tout simplement. Et vous savez que c'était, moi, ma théorie, en grande partie, de dire, on est dans cette grande 3. La 3, en général, c'est la vague d'adoption des institutionnels. On n'a pas du tout eu beaucoup de retail qui sont rentrés là-dessus, etc. Donc, pour moi, voilà, on est là-dedans. Et ça irait plutôt dans ce sens de dire ça. Et le problème, c'est que oui, il y aura un afflux d'argent massif, mais en fonction de ce que dit Aladdin. C'est-à-dire que ici, c'est un robot qui va décider est-ce que plusieurs trillions doivent rentrer dans la crypto ou pas. Et par exemple, je vous fais, on pourrait imaginer comment fonctionne Aladdin en grande partie. C'est probablement un algorithme qui est pondéré. En ce moment, il y a une forte corrélation avec le S&P 500 et le Nasdaq. Donc, on peut se dire que Aladdin va fonctionner en fonction de cette corrélation, ce qui va, au départ, augmenter cette même corrélation, puisque vous allez avoir probablement, je sais pas, un petit 100 milliards ou 200 milliards qui vont plutôt aller dans le même sens que ce que dit Aladdin. Si jamais il y a une décorrélation avec le S&P 500, à ce moment-là, on va avoir ces 100 milliards qui vont dire c'est une superbe diversification. Et donc, du coup, décorrélation avec le S&P voudrait dire tout simplement Aladdin vous propose une diversification au marché des actions. Et donc, du coup, à ce moment-là, on aura une entrée d'argent dans le même sens. Donc, on va probablement être dans un premier temps encore plus tributaire du S&P 500 dans cette hypothèse-là. Après, comment vous dire, Aladdin gère, comme je vous dis, la météo, les risques géopolitiques, c'est la NSA, ils ont tout en data sur tout ce qu'on fait et partout dans le monde en fait. Voilà, donc c'est relativement simple. Ça pose aussi une question de gestion du risque, et là je le mettrai pas que dans les cryptos, mais globalement, comment est-ce qu'on peut laisser autant de pouvoir à une intelligence artificielle ? Et là je vais vous montrer un événement de marché en 2010 que personne n'a compris. Alors je vais vous montrer ça. Voilà, on va aller là-dessus, on va aller sur le S&P 500. Vidéo un petit peu longue, j'en suis désolé, mais du coup on rentre dans le détail, et moi j'adore ça, j'adore ce travail un petit peu d'investigation, et voilà, c'est vraiment, je trouve, la valeur ajoutée de la chaîne pour moi, elle est là. Donc le S&P 500, on va aller au 6 mai, normalement je vous ai mis 6 mai 2010, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, on est là. Et en gros, le 6 mai 2010, le marché, tout d'un coup, était effectivement en descente, et dans la journée, il perd 10%, ce qui est très rare sur le S&P. Vous comprenez que perdre 10% dans la journée, c'est un mini crash, voilà. Et personne n'a jamais compris pourquoi. Cet événement du 6 mai 2010, personne n'a réussi à l'expliquer par une news, par quoi que ce soit. Il n'y a vraiment pas eu ici. Et beaucoup disent, c'est tout simplement Aladdin. Je vous rappelle qu'en 2010, Aladdin avait très peu d'actifs sous gestion. On n'était pas du tout au niveau actuel. Et beaucoup de gens disent, ça c'est Aladdin.
Donc voilà, ça c'est intéressant aussi à voir. La deuxième chose aussi ici, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais Aladdin bug ou qu'il est piraté. Alors on sait que BlackRock met une attention toute particulière, bien entendu, à comment il incrémente des datas dans Aladdin, etc. Tout ça est très bien entendu sécurisé. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un bug ou que Aladdin est piraté? C'est quand même une question qu'on peut se poser. Un asset qui a le PIB des USA en gestion, si jamais on a un piratage de ce truc-là, on est quand même ici sur un gros problème. Ensuite, Larry Fink a plus ou moins ici été totalement dans le sillage d'Hillary Clinton, etc. Et pas mal de choses. On voit qu'il commence un petit peu à s'investir en politique. Certains disent qu'il vise la Maison Blanche. Il a pignon sur rue à Davos. Davos, c'est le World Economic Forum, là où se réunit un petit peu le G20 et tous les gros boss de toutes les grosses entreprises. Et là, en l'occurrence, vous comprendrez bien qu'étant la plus grosse entreprise financière au monde, il a bien entendu énormément d'influence. Et ça pose la question de autant d'influence dans un même bureau, c'est-à-dire dans les mains d'une même personne. Vous comprenez que quand vous gérez, encore une fois, le PIB américain sur un an, vous pesez un petit peu. Et ça pose aussi une autre question, qui est de dire, en 2008, au moment de la crise des subprimes, tout le monde a vu, je pense, Big Short, si vous vous intéressez à la bourse, et on connaît l'histoire de Michael Burry. Pourquoi Aladdin n'a rien vu? Si jamais 5 ou 6 mecs dans un bureau ont pu voir et ont pu analyser ce problème et le fait que tous ces crédits étaient finalement de la merde et que les Américains n'allaient pas pouvoir payer ces crédits et qu'ils étaient surnotés, pourquoi Aladdin n'a rien vu si jamais il n'a rien vu? Peut-être qu'il avait vu quelque chose et peut-être que ça a été passé sous silence. Donc voilà, ça pose énormément de questions tout ça, et je vais revenir sur l'impact crypto et vraiment ce que pourrait donner finalement pour la crypto, et je vais du coup revenir ici sur Coinbase Prime pour vous montrer une news qui pour moi est relativement liée. On va aller sur le Twitter de Coinbase institutionnel, c'est-à-dire Coinbase Prime, tout simplement. Et le 1er août, on a cette news, Coinbase Prime, qui offre l'Ethereum stacking aux institutions aux USA. Et globalement, la news est sortie hier, donc 3 jours après que vous pouvez en fait désormais le faire via Aladdin. Enfin, via BlackRock et Coinbase Prime. Donc le grand gagnant de toute cette histoire pourrait peut-être être Ethereum, au sens où il y a le stacking dans Ethereum, il y a 5% de retour sur si vous stackez sur Ethereum 2.0, que The Merge se passe bien, etc. Donc Aladdin a probablement une idée là-dessus, sur quelle chance a The Merge d'aboutir. En gros, si vous stackez à 5% à la suite de The Merge, Ethereum est un actif fabuleux, déflationniste, plus ou moins, c'est un peu l'internet de la monnaie, si jamais ça réussit tout ça. Troisièmement, vous avez ce stacking par rapport à l'or, il peut rapporter. Alors ça va baisser, ça va être 5% au départ, mais ensuite ça va diminuer. Et puis cette notion aussi sur laquelle BlackRock est très axé, commence à vraiment montrer des signes d'être axé. Autant ils s'en foutent de vendre des armes, etc. D'investir dans des sociétés qui sont militaires. Autant effectivement il y a cette volonté affichée de Larry Fink depuis quelque temps de travailler sur le changement climatique. Donc le passage bien entendu du coup au proof of stake est bien entendu moins polluant et pourrait du coup doper un petit peu la demande institutionnelle pour Ethereum. Ça c'est vraiment perso, mais je trouve que c'est marrant qu'il y a 3 jours, Coinbase offre aux institutionnels de rentrer sur le stacking Ethereum et que 3 jours après, finalement, on ait ce partenariat avec BlackRock. Donc attention, suivez bien tout ça. Ça peut être quand même quelque chose d'assez lourd. Mais c'est hyper dangereux aussi, et vous vous rendez compte de dans quel monde on vit, où finalement c'est un robot géant qui décide de la finance mondiale. Donc voilà, ça c'était pour le point sur Aladdin. Je pense que c'était relativement intéressant de le faire. Au niveau news, on va passer quand même très rapidement. Donc ça, on a vu les news du chômage plus ou moins, etc. Ici sur Coindesk, on va... bon, j'ai rien vu de toute façon de substantiel aujourd'hui. Là, oui, grosse news aussi, on a Meta, donc Instagram, donc Facebook, qui commence à rentrer un petit peu comme l'avait fait Twitter à l'époque avec les photos de profil, etc. Via le protocole Flow pour utiliser les cartes bleues en fait. Donc je sais pas pourquoi ils ont pris Flow dans l'histoire, mais bon voilà, via le protocole Flow de pouvoir acheter, se connecter avec des wallets NFT et les acheter directement sur Insta.
Ça, c'est vu aussi. Les earnings d'aujourd'hui, en gros, vous aurez Berkshire Hathaway, qui est la firme de Warren Buffett, mais sinon, vous n'aurez pas grand-chose d'autre en earnings intéressants, donc les publications de résultats des entreprises américaines. On va vite fait faire le sentiment, désolé, vidéo un peu longue, j'en conviens, mais je trouve que c'était vraiment intéressant de faire ce point-là. Globalement, on a mangé ici les fameux ordres qu'on avait en dessous. Là, on est en 15 minutes. Ouais, 15 minutes. Qu'est-ce qu'on a ici qui attend? 117 bitcoins. Pas grand-chose ici, hein. Ça pourrait descendre aller vite. Encore que si, on a quand même des ordres ici qui protègent un petit peu jusqu'au 22 800. Je raconte n'importe quoi. Ici, on a quand même 4 ou 500 bitcoins qui sont faxés ici. Les options aujourd'hui, on a dû clôturer autour des 23 ce matin. Hein. Je pense qu'on n'était pas loin du chiffre. Donc est-ce qu'on va regarder les niveaux d'options suivants? Oui, on pourrait aller regarder ça, le 12. Le 12, 23 000 aussi, avec un open interest de 10 000 bitcoins, donc c'est très faible. On a toujours ce sourire là. Donc globalement, de 22 à 24,5, on est plutôt content. Vous voyez qu'ici, ça poserait plutôt les questions d'un range, comme je vous en parlais hier, entre les 20 700 et les 24 000 $. Ici, j'espère que j'ai sauvé hier, sinon on a dû perdre les droites encore une fois. Non, c'est bon, hop, tac. BTC USDT. On va se mettre en 5 minutes. Hop. Et on va se mettre bien, voilà. Alors en gros, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu chercher ce niveau de short là. Comment ça s'est fait entre temps? Vous voyez ici, Open Interest, donc on avait dû, je pense, noter ce niveau à cause de ça. Ici, on est plutôt en train de déleverager du longueur, donc c'est plutôt des longueurs qui ferment leur position ou alors on vient les prendre avec cette baisse de prix. Donc on peut pas vraiment noter le niveau de short ici parce que tout simplement on voit que l'Open Interest diminue. Ici, on rebondit un petit peu sur cette ligne. Là, globalement, tout ça se fait en longue, donc on avait pris ce niveau-là aussi, vous le voyez, et globalement tout ça se fait sur du long puisque vous voyez que l'open interest est en train d'augmenter, hein, donc à partir de là on va dire qu'on aura un point de long à prendre, et puis ensuite tout ça se fait sur du long jusqu'à à peu près ici. Encore un gros point de long, vous le voyez là sur ce point là, c'est à dire que ici on avait une augmentation assez forte de l'open interest plus un funding qui est relativement positif, donc on avait un point de long à prendre ici, vous voyez qu'il avait été travaillé depuis, et là on est en train de déleverager du shorter, donc on a juste rajouté ça. iBlock, est-ce qu'on va faire iBlock ou pas? Non, on va plutôt aller se balader, tiens, sur, hop, on va se remettre sur le prix. On va pas faire Ethereum aujourd'hui, parce qu'on pourra le faire demain, il n'y a pas trop de soucis avec ça. Là je suis bien sur le bon contrat, tac, tac, je suis en daily, on va faire ça, hop, tac, tac, tac. Alors, vous savez que nous, on joue plutôt l'idée d'un range désormais, ici, entre les 20 700 et les 24,5, une ou deux ou trois corrections là dans cette histoire-là. On aura le CPI américain qui va sortir le 10 août, donc dans 5 jours, donc l'indice des prix à la consommation. Globalement, ce que je voulais vous montrer, c'est potentiellement les niveaux de liquidation. On va faire comme ça. Ça va changer un petit peu de iBlock. Vous voyez les niveaux de liquidation ici, globalement, on pourrait faire une déviation sous ce fameux range, puisqu'on a pas mal ici de gens à prendre. On a aussi ici du monde à venir chercher vers le haut. Vous le voyez là, ici, tous les points bleus et rouges, donc ça c'est important. Et puis on a une grosse poche de liquidation ici, ça on l'avait déjà mis en avant il y a très longtemps sur la chaîne, de potentiellement aller chercher les 33 000 $ avant septembre. Vous savez que c'est notre scénario privilégié, même si là on est baissier. Ça ne veut pas dire qu'on pense que on n'ira pas toucher les 33 ou 35 avant éventuellement de retester ce plus bas là, ou au moins la ligne des 19. Maintenant, globalement, au niveau des liquidations, il y a du monde au-dessus, il y a du monde au-dessous. Qu'est-ce qui est le plus près là actuellement? C'est tout simplement de rester un peu dans ce range pour prendre un peu ce qu'il y a à prendre sur la route. Si jamais on revient ici aux 20 700, je serais étonné qu'on vienne pas prendre cette poche là et venir faire un petit bisou au moins aux 20 000. Maintenant, cette poche des 20 700, enfin ce support des 20 700, il est certes là, oui, il est assez puissant, mais pour moi le vrai support, il est là, il est à 18 800. Donc voilà, ça c'était pour les liquidations. Allez, on fait un petit tour ultra rapide sur Ethereum parce que ça m'intéresse au niveau du... on va aller sauver là aussi d'ailleurs, tac, parce que j'oublie à chaque fois, du coup je me retape la même. Donc Ethereum qui est venu short squeezer, on va lui faire un refresh aussi, tac, comme ça on aura
voilà, de la donner un peu plus continue. Ethereum qui est venu short squeezer ici, ces deux niveaux-là qu'on avait notés précédemment, et ce niveau-là. Donc je sais pas pourquoi, on a pas mal de boulot du coup sur Ether. Ici, augmentation, ici on avait du short, il a été pris. Ici, augmentation, on avait du long, ici, il a été pris. Ici, augmentation de l'open interest sur fond de funding qui augmente. Donc, on a un niveau de long à prendre là. Vous voyez qu'il vient d'être travaillé au niveau des stops là. Donc, on va pas le noter. Ici, donc, tac. Ensuite, ici, diminution, mais le funding augmente. Donc, on avait un niveau de long à prendre là. Ici, augmentation du prix et du funding. On avait un niveau de short à prendre là. Vous voyez qu'il a été travaillé aussi. Ici, on diminue tout le funding tout en diminuant, on diminue l'open interest tout en diminuant le funding. Donc, c'est juste des longs qui ferment leur position ou alors qui sont pris en liquidation. Ici, léger niveau de short, vous voyez qu'il est travaillé dorénavant. Et qu'est-ce qu'on a fait là sur toute la montée? Vous voyez qu'on a principalement fait du long puisque le funding est positif et on a une augmentation de l'open interest. Donc, on aura un niveau de longueur à prendre ici. Est-ce qu'on a eu du short un petit peu ici au niveau du top? Oui, à partir de là, ça s'est mis à shorter et on a tout de suite travaillé le niveau, vous le voyez, en venant chercher un petit peu plus haut. Donc pour moi, est-ce qu'on a du short ici? Non, mais à mon avis, ça ne saurait tarder là. Vu l'action de prix, je pense qu'on va bientôt afficher un niveau vers ce côté-là. Très important, la demande au spot sur Ethereum, vous voyez qu'elle est croissante, donc c'est très difficile de pousser le prix d'Ethereum vers le bas. Par contre, la demande au spot de Bitcoin est décroissante. Donc du coup, c'est plutôt facile d'utiliser Ethereum pour faire bouger Bitcoin. Au niveau de ce qu'il est fait en liquidation en ce moment, on va regarder si Ethereum a toujours la part belle des liquidations, et puis ensuite on va clôturer la vidéo sur, si ça veut bien... TradingView chart, ah oui d'accord, je suis pas du tout sur le bon endroit. Hop. Ici, donc sur CoinGlass, les liquidation data, vous voyez qu'on a liquidé 30 millions sur Ethereum ces dernières 24 heures, sur un total de 180 millions. Donc en gros, Ethereum est toujours devant Bitcoin et a désormais l'open interest qui bouge à hauteur de 3 fois plus que Bitcoin. Donc vous comprenez ici qu'on est sur du fat truc. Ça c'est sur les dernières 4 heures, maintenant sur les dernières 24 heures. Hop, qu'est-ce qu'on a liquidé? On a liquidé moitié longue, moitié shorter, vous le voyez, hein, puisque le prix est allé un petit peu dans les deux sens. Et puis sur les totales liquidations, bah, vous voyez qu'on a liquidé plus de shorter que de longueur sur ce mouvement dernier là. Donc voilà, intéressant à regarder. Pas énormément de liquidation, hein, cela dit, 180 millions, c'est pas énorme. On arrive souvent au milliard, ou en tout cas, c'est quand même des grosses liquidations, mais on arrive sur les gros événements où ça bouge un petit peu le prix dans les deux sens là. Globalement, c'est une bonne moyenne. Voilà, on a fait le tour là pour moi. Donc vous comprendrez ici que pour le moment, moi je reste baissier jusqu'à ce que on soit éventuellement ici dans une figure qui revienne au 20700 ou au 21600. Cette nouvelle ici sur le taux de chômage aux États-Unis, vous voyez qu'elle a tout de suite impacté le prix très fortement. Donc du coup, elle va impacter également les marchés financiers. Est-ce que tout ça va faire peut-être une petite boule de neige, le fait qu'on ait des si bons chiffres au niveau de l'emploi aux États-Unis? C'est ce qu'on va voir demain, etc. dans toutes les nouvelles vidéos. Si jamais vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien sera en description. J'oublie souvent de faire des appels à l'abonnement ou ce genre de choses, mais je me soigne. Et puis vous avez bien entendu le droit de mettre un like et de mettre un commentaire d'encouragement, puisque c'est ça qui pousse l'algorithme un petit peu de la chaîne. Donc voilà, prenez le temps de le faire et faites-le si vraiment tout ça vous intéresse. Ensuite, on va ici poser une question à la con, comme c'est l'habitude sur le channel, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et la question du jour sera, est-ce que vous êtes plutôt du genre à tout scanner chez vous, c'est-à-dire vous scannez tous les documents et vous archivez tout sur des disques durs, ou alors est-ce que vous avez des montagnes de papier, comme c'est mon cas, mais qui sont relativement bien classés et bien ordonnés pour pouvoir retrouver éventuellement un paplard au milieu de 5000. Ça sera tout, c'est vraiment une question à la con, j'en suis désolé, mais c'est le concept. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée à tous. On se retrouve demain pour une nouvelle météo, un nouveau point météo sur le Bitcoin avec un sujet divers et variés dont je ne connais pas la teneur pour le moment. À très bientôt, portez-vous bien, salut, ciao.